Mais pour l'émergence de ces grands projets, asphaltage, marché moderne, il y a des familles qui ont payé un lourd tribut avec les opérations de déguerpissement, des familles qui ont perdu leur commerce. Que dites-vous à ces personnes? L'essentiel est que ces personnes soient préservées et se relèvent dans de meilleures conditions. C'est pas si facile que ça. Pourquoi voulez-vous que ce soit facile? La vie elle-même est-elle facile? Moi, je m'en suis effrayé. Au début, je m'en suis effrayé. Moi, j'ai senti un inconfort quand j'ai vu ce que l'on faisait pour récupérer l'espace public. Mais quand je vois aujourd'hui le résultat, il y a quelques mois, j'étais avec un conducteur de la Loterie nationale, ici à Cotonou, un conducteur professionnel. On se retrouve sur une route qui ne finit pas, disons, d'avancer. Et je l'appelle par son prénom, mais où sommes-nous? Il me regarde, dit, mais c'est ça que moi aussi, je suis en train de chercher à savoir. Si mon conducteur, mon guide, ne sait pas là où je suis, c'est comme si on faisait de la magie autour de nous, mais de la bonne magie. C'est le progrès, mais à la bonne vitesse, à la grande vitesse. Vous donnez des exemples, surtout à Cotonou. Le Bénin ne s'arrête pas à Cotonou. Nous avons 77 communes. Qu'est-ce qui se passe à Natitengu, à Bembereke, à Ndali, à Niki, pour les citoyens qui sont de l'autre côté? Je suis convaincu que toute proportion gardée, il se passe la même chose. Je ne voudrais pas que nous fassions, j'en ai même pas la capacité, que nous fassions, disons, l'encyclopédie de tout ce qui a été fait de bien. Et je ne me fonde pas sur des choses particulières, je me fonde sur ce qui est commun. Et si vous ne m'arrêtez pas, je vais continuer à donner des exemples. Je présume que vous ne voulez pas nous convier à une fixation sur la magnificence des réalisations pour éteindre notre lucidité à faire émerger les complaintes de nos citoyens qui considèrent, je vais reprendre le mot de Eric sur la complainte sociale, d'une autre façon. Il y a une critique qui est formulée sur les grandes prouesses infrastructurelles de développement du pays, quoique légitime, par rapport au prix social payé. Cette complainte de « nous avons faim ». Et ça fait écho à ce propos de Monseigneur Gagné qui considère que le premier d'entre nous, il aime bien le pays, mais peut-être pas suffisamment les habitants, de sorte qu'il veut construire un paradis où les populations sont un peu fragilisées au plan social. Que répondez-vous à cela? Quelle est votre lecture, votre regard? Si vous permettez, une personne de mon cadre de travail a partagé avec moi ceci. Ma propre mère, qui habite avec moi, est vendeuse de denrées alimentaires, de farine de maïs, de farine de courgette d'igname, de farine de gari. Et que dans le quartier, à minuit, les clientes viennent frapper. Et quand on la sort de son sommeil, elle, passablement irritée, interpelle la cliente, « Mais pourquoi viens-tu si tard ?» Et elle répond, « C'est seulement maintenant que papa est rentré de la ville. Il est allé faire la guerre d'un jour pour le repas d'une nuit. » Ah, nous qui avons le repas, on devait trembler à l'idée de l'avoir tout seul, et même d'avoir la capacité de choisir sur un menu. Et qu'est-ce qu'il nous a imposé? Ce qu'il nous a imposé, c'est de ne pas perdre le temps, de faire tout ce qui est en notre pouvoir, à chaque moment, en toutes les situations, pour pousser le nombre de personnes qui seraient à l'abri le temps d'après. La faute, voire le crime, n'est pas de coexister avec le mal, mais de le regarder les bras ballants, ou même de faire son beurre sur le mal. Si quelqu'un ne reconnaît pas aujourd'hui qu'il y a de vraies difficultés pour vivre dans ce pays, son attitude serait détestable. Et je ne serais pas d'accord avec lui. Mais ce mal qui est là, est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'il y a des offres de solutions qui rassurent, qui disent, non pas de la bouche, mais de l'action, que demain sera assurément meilleur? Parce qu'en fait, quand on dit la vie est chère, les denrées ne sont pas chères intrinsèquement. Elles sont chères en rapport avec la faiblesse des poches, en rapport avec le pouvoir d'achat, en rapport avec le sous-emploi, en rapport avec le chômage. On doit travailler sur les deux tableaux, rendre les denrées disponibles en bonne quantité d'un côté et donner à chacun, sans exception, les moyens d'aller au marché de façon sereine.
Il est bien de faire un pays où nous pouvons regarder la vie de façon sereine. Attention, ce ne sera jamais un paradis terrestre. Il y aura toujours des poches de souffrance. Mais ce qui est interdit, c'est d'entrer en contemplation, surtout quand on est responsable du mal. Mais la problématique, c'est comment expliquer justement aux Béninois qui sont convaincus justement que c'est la façon de gouverner de Patrice Talon qui les affame, que les raisons sont ailleurs. En tout cas, nous avons entendu les syndicalistes dans la rue estimer que Patrice Talon les affame. Vous savez, il y a une différence, de mon point de vue, entre les travailleurs qui revendiquent et qui s'expriment à leur manière, de façon authentique, par eux-mêmes, et la machine à fabriquer de l'intoxication des adversaires politiques. Moi, je voudrais faire la différence, puisque je considère que certaines choses sont dites qui ne pourraient pas sortir de la bouche de personnes qui font un usage, ne serait-ce que moyen, de la grâce que Dieu nous a faite en nous donnant la tête. J'ai entendu des choses aussi effroyables que on ne mange pas les routes. Oui. Vous pensez qu'il est utile de s'engager à expliquer que cette formule est un chef-d'œuvre de bêtises? On ne mange pas les routes, on les mange de très bon appétit. Il n'y a rien de plus succulent. Quelqu'un a dit, depuis plusieurs décennies, les routes de développement passent par la route. C'est comme si on disait qu'il n'est pas bien que nous ayons dans notre corps des vaisseaux sanguins, des artères, des veines, des capillaires pour transporter le sang. Quelle est la valeur réelle d'un kilo de manioc en bordure d'un champ, à Banté, à Lalo, si ce n'est pas peut-être 4 francs ou 3 francs CFA? C'est quand, par une route, on l'a transporté de son lieu de production à la ville, qui est consommateur, qui est consommatrice de denrées et qui est solvable, que ça prend de la valeur, que ça devient 15 francs, voire 25 francs. Donc la route est un moyen sûr pour faire de la plus-value à tous les instants, naturellement, en la transportant, cette denrée, dans la bonne direction, du lieu de production au lieu de consommation solvable, qui peut payer. Vous avez considéré, on comprend bien les enjeux économiques qui sont attachés au développement des infrastructures routières, cela frappe dans le coin du bon sens. Est-ce que la cherté liée au coût du maïs est liée au fait qu'on n'en produit pas assez, plutôt que d'invoquer les arguments qui font sourire du coin? Merci beaucoup. Selon mes informations, on en a produit beaucoup en cette année. Je crois 2 fois le besoin intérieur du pays. Mais cet état de choses a suscité l'intérêt de pays voisins, au nord de notre territoire et à l'est de notre territoire. Il est aussi vrai que nous importons des protéines, nous importons nos poulets, nous importons nos œufs. S'il est dans la projection de la communauté de se soustraire à cette dépendance, il est normal qu'avant des temps de grands projets de production de poulets et d'œufs, on pense à l'alimentation de la volaille. Notamment le maïs. Encore que c'est devenu un sujet dangereux. Non, enfin, c'est pas parce que ça fait objet de raillerie qu'il ne faut pas articuler des raisonnements rationnels pour saisir le phénomène. Alors, on ne peut jamais nous dire qu'il ne faut pas veiller sur tout, qu'il ne faut pas veiller sur nos sources de protéines, sur nos sources de lipides et sur nos sources de glucides. On veille sur tout. Donc il faut mais il se pourrait bien... Il faut une politique agricole offensive, très ambitieuse, à la production de ces différentes céréales-là. Exactement, de ces différentes denrées. Voilà. Vivriers. Oui. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pendant que le consommateur de la ville, pendant que les citoyens béninois de la ville trouvent que c'est cher et se plaint à juste titre, le producteur béninois, son compatriote de Lalo ou de Dogbo ou de Kandi, des zones rurales, lui, il est ravi parce que le fruit de son travail est rémunérateur. Lui, il est content. Qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir?
Le producteur de maïs qui a vendu cher et qui en est content, attiré par le goût de lucre, va produire davantage. On va l'y assister. On va l'aider à améliorer ses techniques de production. Il fera plus de superficie, il va augmenter l'emblavure. Il y aura beaucoup de maïs. Et selon la même règle de l'offre et de la demande, le prix va redescendre et arriver à un niveau qui est viable aussi bien pour lui que pour le citadin consommateur. Donc, en fait, sauf si oui. nous décrétons que nous sommes devenus communistes, on met en place les kolkhozes et les sovkhozes, on voyage de quelques décennies dans le passé, et puis voilà, l'État achète tout et distribue. Et on fait les rangs pour le rationnement de nourriture. On n'a pas fait ce choix politique à la conférence nationale. Donc en fait, la solution à cette crise de la cherté de vie des produits, c'est en fait une politique agricole offensive pour faire du Bénin, au-delà du slogan éculé qu'on a déjà entendu, un véritable grenier, non seulement pour les citoyens qui vont accéder à de la nourriture à bas prix, mais également pour l'Afrique. C'est une chance, c'est une opportunité. En fait, dès qu'on devient excédentaire, on rééquilibre sa balance commerciale. On devient plus fort.